Bonjour et bienvenue, nous sommes toujours le vendredi 24 avril 2020. Comme vous l'avez entendu peut-être dans une autre vidéo, YouTube a décidé de façon unilatérale de supprimer une de mes conversations du lundi, la conversation du lundi numéro 33, qui avait recueilli plus de 850 000 vues rien que sur ma chaîne YouTube et plus de 2 millions de vues sur d'autres chaînes et sur les réseaux sociaux Facebook. Alors, comme ils ont décidé de supprimer cette vidéo parce que, soi-disant, je suis en train de diffuser des fake news, et donc c'est le nouveau terme à la mode. Il y a 10 ans, lorsque je me suis battu contre la grippe H1N1, la vaccination H1N1, là j'ai été traité de secte, mais parce que ça c'était l'injure à la mode. Bon, c'est une injure qui est un peu passée de mode, donc maintenant ils ont trouvé une autre stratégie, un autre qualificatif pour tuer les messagers plutôt que de tuer leur message ou je dirais de démonter leur message, c'est de dire que nous sommes des adeptes de la théorie du complot et que nous diffusons des fake news. Bien, alors, je ne vais pas répondre tout de suite à ces accusations parce que j'ai suffisamment d'éléments factuels pour démontrer que les fake news sont beaucoup plus du côté des médias dominants. Mais en attendant, j'avais envie de vous partager un extrait d'une interview d'Edward Snowden. Alors, si vous ne vous souvenez pas qui est Edward Snowden, je dirais que pour moi, c'est un des héros du monde moderne, c'est un des héros du XXIe siècle. C'est quelqu'un qui donc travaillait comme consultant en sécurité informatique pour la National Security Agency, donc la NSA, et il travaillait aussi comme sous-traitant toujours pour la CIA. Bon, là, donc le CIA, je ne dois pas vous dire ce que c'est évidemment. Et Edward Snowden, qui était extrêmement brillant, avait accès à des, je dirais, à des données et à des zones dans le renseignement qui étaient extrêmement réservées à une minorité de personnes. Et puis un jour, Snowden a commencé à se rendre compte, il était très jeune, je crois qu'il avait 24-25 ans, il s'est rendu compte que la manière dont le gouvernement américain se comportait était en totale discordance avec le discours officiel. C'est-à-dire qu'il s'est rendu compte que finalement le gouvernement américain espionnait beaucoup plus les citoyens américains eux-mêmes et faisait un profilage de leur identité et de leur, oui, je dirais, de leur identité via un certain nombre d'instruments qui sont d'une part les réseaux sociaux, mais aussi le téléphone portable. Vous savez probablement, et si vous ne le savez pas, ben vous allez l'apprendre, que même lorsque votre téléphone est éteint, même lorsque votre téléphone est en mode avion, quelqu'un peut entendre vos conversations, peut identifier où vous vous trouvez, donc peut vous géolocaliser à tout moment, etc. Et donc, quand Edward Snowden a eu la preuve, hors de tout doute, qu'effectivement le gouvernement américain recueillait en moyenne 5000 informations par citoyen, et personne ne sait à quoi serviraient ces informations recueillies sur chaque citoyen. Il a décidé de télécharger sur des clés USB ou des petites cartes, je ne sais plus comment s'appellent ces cartes qui permettent d'enregistrer de nombreuses données. Et donc, pendant des semaines et des semaines, il a réuni toutes les preuves concernant cet espionnage du gouvernement américain à l'égard des citoyens. Et donc, quand il a réuni toutes les preuves, et il passait ces preuves évidemment dans ses chaussures, dans ses chaussettes, parfois dans sa bouche même, pour échapper au contrôle, au portique de sécurité tous les jours où il entrait, où il sortait du siège de la CIA. À cette époque-là, je pense qu'il était à Hawaï, si mes souvenirs sont bons. Donc, il a décidé de partir en Extrême-Orient et de convoquer des journalistes de 2 journaux, un journal britannique et un journal américain, pour dévoiler ce dont il avait été témoin.
Donc ça lui a valu évidemment des menaces de mort, il a dû être extradé avec l'aide de Julian Assange et il est actuellement toujours réfugié à Moscou. Et personne ne veut de lui dans le monde, alors que pour moi, c'est un des plus grands héros de notre époque moderne. C'est quelqu'un qui a révélé que nous étions espionnés en permanence par nos gouvernements. Et j'avais envie de vous partager une petite vidéo, une petite interview qui a été faite il y a quelques jours. Et dès que cette interview a été mise en ligne, elle a été supprimée, comme par hasard. Alors, heureusement, il y a des gens qui font le travail que je fais aussi d'ailleurs, c'est d'enregistrer immédiatement les vidéos. Et donc, quand vous voyez des vidéos vraiment intéressantes, mais vraiment compromettantes pour le pouvoir en place, eh bien moi, ce que je vous encourage à faire, c'est de commencer, c'est de trouver un logiciel qui vous permette d'enregistrer sur votre disque dur d'ordinateur les vidéos que vous ne voulez pas voir disparaître, parce que parfois, ça va très vite. Et donc j'avais envie de vous partager ce passage de l'interview d'Edward Snowden, parce qu'il dit des choses extrêmement pertinentes et extrêmement profondes qui décrit véritablement les enjeux auxquels nous serons confrontés et les enjeux auxquels nous sommes confrontés actuellement dans cette pseudo-pandémie de Covid-19. Écoutez-le, ce n'est pas très long puisque ce n'est qu'un extrait de son interview, mais écoutez-le, méditez ces paroles et posez-vous la question suivante: qu'est-ce que mon cœur me dit de faire lorsque je reçois ce genre d'informations? Ça pour moi c'est extrêmement important, que vous écoutiez à l'intérieur de vous ce que votre cœur vous dit de faire et ce que votre cœur vous dit de croire, quand vous entendez un homme comme ça, qui a risqué sa vie, qui n'aura probablement plus jamais la possibilité de retourner aux États-Unis, de revoir sa famille, qui a risqué sa vie tout simplement pour pouvoir nous donner de l'information vraie, non manipulée. Après ça, vous ferez ce que vous avez envie. When I think about the future, when any of us look at where this is heading, we need to think about where we've been. And sadly, these kind of emergency powers that are born out of crises have a perfect history of abuse. I mean, down the board, whenever you look at these things, the funniest part about it, in a dark way, is that the emergency never ends. It becomes normalized when you talk about mass surveillance. The Bush-era warrantless wiretapping program, only part of it was shut down. And it's rolled over and it's rolled over and it's rolled over. And we've reformed things at the edges, but the basic practices of what was supposed to be a stopgap emergency, which was in response to another stopgap emergency, which was, of course, the legacy of 9/11 and the Patriot Act. And we are still today engaged in the same rules that we declared nearly 20 years ago that we have not managed to escape. We had, as a result of 9/11, the rise of nuclear Iran, because their counterbalance in Iraq was removed. We saw authoritarianism begin to creep across Western societies, places we wouldn't expect, like Hungary and Poland. As authoritarianism spreads, as emergency laws proliferate, as we sacrifice our rights, we also sacrifice our capability to arrest this slide into a less liberal and less free world. Do you truly believe that when the first wave, the second wave, the 16th wave of the coronavirus is a long forgotten memory, that these capabilities will not be kept, that these data sets will not be kept? Will those capabilities begin to be applied to small-time criminality? Will they begin to be applied to political analysis? Will they begin to be applied for doing things like performing a census? Will they be used for political polling? No matter how it is being used, what is being built is the architecture of oppression. And you might trust who is dealing with it today. You might trust who runs it. You might go, I don't care about Mark Zuckerberg, but someone else will have this data eventually. Some other country will have this
data eventually. In your country, a different president will have control of this data eventually, and someone will abuse it. And I wanted to ask you, step back, take some time. What should we be thinking about? What should we be concentrating on? One of the things that strikes me is the sensation that this is, a bolt out of the blue. It couldn't have been prevented. It couldn't have been resisted. It couldn't have been imagined that this would come to pass, this global pandemic. When you think about the average American, they go to work every day. They spend 10 hours at the office, in the car, away from their family, away from their home. And by the end of the day, they've got no space to think. And now all of us collectively at the same time has been forced into a global sabbatical all around the world, which is an extraordinarily rare event in history. We are at one of the only moments that will be in our lifetimes where the system is so stressed and so overextended and the leadership so clearly out of its league that we have the ability to make not reformative changes, but revolutionary changes, that we can actually change the functioning of society, that we can actually change the structure of the system that controls and influences our lives, the way that we are being monitored, the way that we're being tracked. Because these systems, if we do not change them, will not simply be used to monitor our health. They're going to make decisions for us on an automated basis to determine who gets a job, who goes to school, who gets a loan, who gets a home, and who does not. And we today are being asked in a moment of extraordinary fear, what do we want these systems to look like? And if we don't make that decision ourselves, it will be made for us. Alors encore un petit mot pour terminer. Il est donc probable que ma chaîne YouTube sera supprimée peut-être dans quelques jours ou dans quelques heures, je ne sais pas, puisque de toute façon YouTube agit sans sommation, donc c'est voilà, et vous n'avez même pas de possibilité de vous défendre. Donc si vous voulez rester en contact avec moi, il y a deux solutions. Première solution, vous vous inscrivez à ma chaîne privée, qui est une chaîne entièrement gratuite et où déjà se trouvent 50 000 personnes à peu près qui ont décidé de me rejoindre pour pouvoir bénéficier de beaucoup plus d'informations que celles que je vous donne sur YouTube. Si vous n'avez pas envie de fréquenter ma chaîne privée, ce que je peux comprendre très très bien, vous pouvez en tout cas prendre note du lien qui se trouve sous cette vidéo et qui vous permettra d'aller télécharger les vidéos que je mettrai au fur et à mesure sur ce dossier pour que vous puissiez aller les chercher et les publier vous-même, histoire de noyer complètement les réseaux sociaux avec les vidéos que j'aurai produites. Voilà, donc à bientôt et merci de votre soutien, merci de votre implication, merci de votre intelligence, merci de faire œuvre de plus en plus de discernement par rapport aux enjeux qui sont présents actuellement dans cette pseudo-pandémie de Covid-19.